Bienvenue dans La Truffe dans la gamelle, premier podcast de nutrition vétérinaire. Je suis Charlotte Deveau, vétérinaire nutritionniste, et je vous propose de mettre ensemble la truffe dans la gamelle. Cet épisode est réalisé en partenariat avec la gamme Virbac Veterinary HPM. Qu'il soit remercié pour le soutien logistique et la totale liberté de contenu offerte. Notre invitée du jour est la docteure vétérinaire Sarah Oumadi, chargée d'enseignement en nutrition à l'école vétérinaire d'Alfort. Elle est titulaire d'un master en éthologie et d'une thèse universitaire en gériatrie canine. Avec elle, nous allons parler de la nutrition des chiens et chats seniors. Tout d'abord, nous allons chercher à savoir comment est définie la notion de senior, ensuite ce que le vieillissement implique comme adaptation nutritionnelle, et enfin, comment choisir le meilleur aliment pour son animal âgé. Donc bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. La première question, ça va être comment on définit le vieillissement ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors en fait, déjà la première des choses, c'est de se dire que le vieillissement, déjà c'est quelque chose de normal. C'est pas pathologique à proprement parler. Au sein du vieillissement, il y a ce qu'on va considérer bien sûr le vieillissement normal et puis le vieillissement pathologique, celui qu'on aimerait éviter. Et plus particulièrement, il faut faire une petite distinction entre ce qu'on appelle le vieillissement chronologique. Alors, je prends deux golden qui sont de la même portée, ils ont le même âge, ça s'appelle du vieillissement chronologique. Mais ce qui nous va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle le vieillissement biologique. Sur mes deux golden qui sont de la même portée, ils ont tous les deux 9 ans, mais il y en a un, quand je le vois, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu plus vieux. Et quand je regarde son historique, en fait, il est diabétique. Donc, il a un certain nombre de pathologies qui font que derrière, son vieillissement biologique n'est pas le même que celui que son frère. Donc du coup, déjà, il y a cette petite distinction. Quand on va parler de vieillissement, moi, je vais vous parler de vieillissement biologique. L'âge va être un facteur de risque, mais c'est le vieillissement biologique qui nous intéresse. Donc on définit le vieillissement pas en fonction de l'âge, mais en fonction de l'état vraiment du chien, donc il peut varier s'il a eu des maladies ou des choses qui l'ont fait vieillir un peu prématurément. C'est ça. En fait, si tu veux, le vieillissement, c'est un déclin progressif au niveau cellulaire, tissulaire, mais aussi au niveau organique, et c'est en fait une perte d'homéostasie, cet équilibre qu'a ton organisme et qui progressivement fait que l'individu, humain ou animal, il est moins capable de s'adapter à des stress environnementaux et du coup ça entraîne une vulnérabilité à des maladies et puis du coup la mortalité. Donc le vieillissement, c'est un peu défini comme une fragilité de l'organisme. Oui et non. En fait, la fragilité, si tu veux parler scientifiquement, c'est encore le stade après. C'est le moment où l'individu va passer dans le stade pathologique. D'accord. C'est les prémices de la maladie. C'est ça, du handicap, si tu veux. C'est une notion humaine, la fragilité. On est en train de la transposer à l'animal depuis peu. C'est un état qui est réversible, mais c'est ce moment juste avant le handicap chez l'humain et chez le chien. Finalement, c'est ce moment que l'on peut réverser en faisant attention justement à l'alimentation, à son milieu de vie. Notre objectif finalement, quand on parle de gériatrie, c'est faire en sorte que le chien va vieillir, il n'y a pas de choix, c'est comme ça, mais qu'il vieillisse le mieux possible et qu'il entre dans ce stade pathologique le plus tard possible. Et donc, en pratique, comment on va faire ? À quel âge, par exemple ? Parce qu'on est le plus facile pour nous, c'est quand même de raisonner en âge biologique. Donc, à quel âge on va faire particulièrement attention à se dire, tiens, là, mon animal, quand même, il vieillit chronologiquement. Il va falloir commencer à faire attention. Alors, comme en médecine humaine, malheureusement, en gériatrie, on n'a pas encore beaucoup de consensus. Moi, je vais t'en proposer un qui est finalement de considérer 2 périodes. Le stade qu'on va appeler senior, ou que tu peux appeler pré-gériatrique, et puis ensuite le stade gériatrique. Alors le plus simple, le stade gériatrique, c'est les 25 derniers pourcents de l'espérance de vie de l'individu. Donc si je reprends mon labrador, parce que j'aime bien les labradors, mon labrador, son espérance de vie globale sur la race, c'est 12 ans. Donc tu vas estimer que son stade gériatrique, finalement, ça va être 9 ans. Et puis finalement, tu as le stade pré-gériatrique juste avant,
et ça c'est le stade qui nous intéresse, c'est celui où on va pouvoir travailler un petit peu, finalement ce stade-là, il va rentrer, mon labrador va rentrer dans ce stade-là à peu près aux alentours de 6 ans. D'accord, donc sur un grand chien, parce qu'après on peut classer un peu comme ça, parce que les grands chiens vivent moins longtemps que les petits chiens. Oui. Donc sur un grand chien type labrador, donc âge adulte, plus de 25 kilos à peu près, on va dire... 23 kilos. Là, si tu te fies à la publication de Bellows en 2015, où lui, il fixe un cut-off à 23 kilos, sans surpoids, et il dit que si justement donc là, le chien a un poids adulte supérieur à 23 kilos, en fait, il va être senior entre 6 et 8 ans, et gériatrique à partir de 9 ans. Et si finalement il a un poids plus bas, il va être senior entre 7 et 10 ans et gériatrique à partir de 11 ans. Et chez le chat, c'est comme un petit chien ? Alors chez le chat, il y a encore moins de consensus que chez le chien. Je te dirais que tu peux déjà considérer le stade gériatrique, c'est toujours les 25% d'espérance de vie. Moi, je te dirais qu'il faut regarder commencer à le suivre vraiment aux alentours de 7-8 ans. Donc souvent, c'est d'ailleurs ce qu'on fait en médecine vétérinaire, on préconise les bilans seniors à partir de 7 ans chez le chat, ce qui inquiète toujours un peu les propriétaires en disant mais 7 ans déjà, et c'était un peu 7 ans senior, 11 ans, alors c'était quoi, ou 7 ans mature, 11 ans senior et 14 ans gériatrique, c'est un peu ça chez le chat ? C'est un peu ça. Mais en fait, il faut que tu puisses voir l'individu. En fait, finalement, le stade gériatrique, c'est trop tard. Les choses sont déjà installées. Ce qui t'intéresse, toi, c'est le stade senior, en tant que vétérinaire. C'est là que tu vas pouvoir détecter et pouvoir agir. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ces bilans le plus tôt possible. Le secret de la gériatrie, c'est de s'y prendre tôt, en fait. Exactement. Donc à quoi on va faire attention à partir d'un chat de 7 ans ou d'un... Donc petit chien, on a dit 7 ans aussi ? Non, 8 ans ? Alors, c'est 6 ans pour les grands chiens et 7 ans pour les petits. Ok, donc à partir de 6 ans pour un grand chien, 7 ans pour un petit chien ou 7 ans pour un chat, à quoi on va devoir faire attention si on veut s'assurer que son animal vieillisse en bonne santé ? Le bilan gériatrique à ce moment-là, ce que tu vas faire, déjà c'est un bilan sanguin, ça va être aussi dans certains cas, alors en fonction de chat et chien, on ne regarde pas exactement les mêmes paramètres sanguins, mais on va aussi faire une analyse d'urine aussi, puisque tu sais qu'il y a un certain nombre de pathologies urinaires qui ont tendance à arriver, qui ont pour facteur de risque l'âge. Donc le bilan gériatrique, c'est l'occasion de faire un arrêt sur image et de faire un bilan, de se dire ok, mon animal, où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Et ensuite de le suivre régulièrement et de voir ce qui va évoluer. Parce que finalement, si tu regardes l'animal et ne le vois que quand il a un problème d'arthrose bien avéré, tu sais pas comment il était avant et comment il a évolué. Le secret de la gériatrie, c'est le suivi et voir comment ça évolue pour voir le moment où ça va vraiment décrocher. Tous les combien tu recommanderais de faire suivre son animal gériatrique, ou senior ? Dans l'idéal de l'idéal, quand c'est possible, je dirais qu'il faudrait le faire tous les 6 mois. Bon, 1 fois par an, c'est déjà pas mal. Et par contre, quand ils sont en stade pathologique, ou dans ce stade de fragilité, qui est cet intermédiaire entre le pathologique et le sain, là, je te dirais qu'il faudrait le voir au moins tous les 3 mois pour voir si ça évolue vraiment. Parce que finalement, le vieillissement, ça évolue assez rapidement. Et ce qui nous intéresse, c'est voir justement ce moment où ça se décroche, où l'animal n'est plus capable de compenser des variations extérieures. Et donc, du coup, de pouvoir agir à ce moment-là. Donc, au début, si on a un animal qui commence à être vieillissant, donc plus de 6 ou 7 ans, mais qui va bien, la consultation annuelle va suffire. Mais dès qu'il y a quoi que ce soit ou qu'il avance vraiment en âge, l'idéal, ce serait qu'on le voit 2 fois par an. C'est ça, exactement. Et quand tu fais ta consultation annuelle en gériatrie, tu la fais un petit peu plus poussée que juste une consultation de vaccination, en fait. Donc tu fais vraiment un bilan sanguin. Alors maintenant, on va parler bien sûr du sujet de l'alimentation. Donc qu'est-ce qui va changer au niveau de la nutrition pour un animal senior ? Une des premières choses qui va nous intéresser, ça va être de maintenir leur appétit. Parce que leur manière leur capacité olfactive, par exemple, vont pouvoir varier. Et donc, du coup, on veut continuer à ce que l'animal ait plaisir à manger. C'est un petit peu l'essentiel. Donc, on va maintenir quelque chose d'appétant. Pas mal de gammes vétérinaires, d'ailleurs, travaillent beaucoup sur l'appétence pour les seniors.
Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de maintenir, et ce qui est vraiment essentiel, de maintenir cette masse maigre, donc le muscle. Parce que, alors notamment chez les chiens âgés qui ont tendance à être en surpoids, et puis finalement en dessous on se rend compte qu'ils sont déjà quand même en état de perte de masse musculaire, de sarcopénie. Donc on veut maintenir cette masse maigre. Et puis on sait aussi que ils ont tendance aussi à avoir des pathologies rénales sous-jacentes. Donc on va chercher aussi à avoir des aliments qui sont avec un apport limité en phosphore. D'accord. Pour tout ce qui est, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse, la démence sénile, alors je pense que ça s'appelle pas comme ça chez le chien, mais tout ce qui est la dysfonction cognitive canine, si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il y a quelque chose aussi qu'on peut faire au niveau de l'alimentation ? Oui, alors aujourd'hui on n'a pas non plus des masses et des masses de publications, puisque c'est un sujet qui nous intéresse de manière assez récente. Mais on a quelques publications où on s'intéresse à l'intérêt des oméga 3 pour la dysfonction cognitive. On a aussi les antioxydants et aussi les triglycérides à chaîne moyenne qui ont été mentionnés. Alors maintenant, c'est difficile de te dire quel complément à part entière a un meilleur effet l'un sur l'autre, parce que finalement, beaucoup de ces publications mélangent différents nutriments. Donc c'est difficile de différencier leurs effets. Donc on a des publications qui nous disent qu'un aliment qui est à la fois enrichi en triglycérides à chaîne moyenne, en acides gras oméga 3 et en antioxydants a des effets bénéfiques, mais du coup on ne sait pas qui dedans a le meilleur effet en fait, c'est ça ? C'est ça, qui est l'œuf et qui est la poule dans tout ça. Et puis il faut rajouter aussi l'enrichissement cognitif. C'était une publication qui mentionnait justement que les antioxydants c'était intéressant et ça avait un effet bénéfique. L'enrichissement avait un effet bénéfique, mais l'association des deux avait un effet encore meilleur. Alors c'est quoi enrichir l'environnement pour un chien senior ? Ça va être de continuer à lui proposer des activités, des jeux, des sorties, s'il le tolère, des congénères, et donc de l'enrichissement social. C'est au contraire d'éviter ce qu'on a tendance à faire, à se dire il est vieux, je vais le laisser tranquille dans son coin. Mais non, justement. Il est senior, c'est maintenant qu'on continue quand même à l'accompagner. Même chez nous, en tant qu'humains, aujourd'hui, on encourage les personnes âgées à faire du yoga, à continuer à avoir une activité sociale. Parce que finalement, dans ce syndrome de fragilité, la perte de capacité à aller voir les individus, c'est un effet aggravant. Donc c'est important vraiment de continuer à avoir cette activité sociale, par exemple. Mais il y a beaucoup de propriétaires d'ailleurs qui disent mon chien il était vieillissant, on voyait qu'il était sur le point de partir quelque part, donc on a pris un jeune pour le remplacer et puis ça lui a redonné vie et il a duré des années de plus, puis vraiment il a retrouvé une certaine jeunesse. Donc c'est une forme d'enrichissement du milieu en fait. Exactement. Alors je te dis pas que ça marche à tous les coups, au contraire, dans certains cas ça ne marche pas. Alors j'ai pas de publi, là c'est vraiment de l'expérience. T'as des chiens qui vont très mal le vivre, surtout des chats, parce que ça change totalement leur environnement. Et il ne faut pas oublier qu'un animal senior, il a besoin d'être dans un environnement qui est contrôlé. Donc si tu rajoutes quelque chose ou un individu jeune qui fout le bordel, finalement ça peut avoir totalement l'effet inverse. Donc c'est vraiment individu dépendant. Et y aller progressivement en fait. Les cas, donc je te rapportais, c'était chez le chien. C'est vrai que chez le chat, j'ai pas du tout le cas et je veux bien imaginer qu'un vieux chat senior ait pas envie. Déjà, un chat naturellement a rarement envie d'avoir un autre chat, mais je pense oui, d'autant plus avec la vieillesse encore moins. Mais chez le chien, c'est vrai que j'ai pas mal de propriétaires qui m'ont déjà fait ce retour, donc ça colle bien. Une bonne manière de le tester, c'est finalement de tester en emmenant le chien dans des sorties avec d'autres chiens et de voir comment il va réagir à des congénères plus jeunes. Et si ça matche bien, si on le voit jouer avec les jeunes, déjà c'est une première chose, si on veut pas prendre un deuxième animal, mais si ça matche déjà bien pendant les promenades avec des jeunes chiens, plus tenter l'expérience, mais tester déjà comme ça avec dans des groupes de promenade. Donc ça c'est pour l'enrichissement du milieu, et donc pour l'aspect nutritionnel, un aliment, on a dit restreint en phosphore pour préserver les reins. Alors, restreint modérément, on n'est pas sur des animaux qui sont atteints de maladie rénale, donc on va pas faire une restriction type maladie rénale, mais tu vas diminuer quand même le phosphore, oui. On maintient les protéines parce que tu nous as dit que c'était important de garder leur masse maigre, donc leur masse musculaire.
on essaie de trouver des oméga 3. Et s'il y a les acides gras à chaîne moyenne, c'est que s'il y a des problèmes de dysfonction cognitive ou ça peut avoir un intérêt pour tout senior? Alors, tu pourrais le mettre sur tout senior, mais moi, honnêtement, c'est pas quelque chose qui est très, très appétant pour le chien. Donc, je le laisse plutôt pour les chiens qui sont atteints de dysfonction cognitive. Déjà, l'essentiel des chiens que je vois seniors, la première des choses, c'est de les passer sous un aliment premium vétérinaire. On peut avoir fait, le chien peut avoir été nourri avec un aliment de supermarché toute sa vie. Ce qui est important, c'est là, on est en senior et on maximise le potentiel qui reste à l'animal. Donc, il lui faut quelque chose de facilement digestible, appétant, avec des protéines de très bonne qualité qui ont le bon profil en acides aminés et une quantité raisonnable, sans aller dans les excès bien sûr, mais sans faire une restriction. Et ça, tu le trouveras essentiellement dans les gammes premium vétérinaires. Et il y a pas mal d'aliments non vétérinaires qui sont marketés senior. Donc c'est quoi? C'est un label, il y a des choses à respecter pour pouvoir se dire senior. Si ils se disent senior, ça veut dire qu'ils vont respecter ce que toi tu nous as dit ou pas tellement? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a justement aujourd'hui une étude qui mentionne que finalement ces aliments seniors, marketés seniors, ne seraient pas si différents que ça des aliments dits adultes. Donc c'est pas parce qu'il y a marqué senior sur un packaging en acheté au supermarché qu'il va convenir à un animal senior. D'accord, donc en fait on peut faire vraiment confiance au label senior que dans les gammes vétérinaires. Exactement. Et puis il y a une dernière chose auquel on peut penser aussi, puisque c'est le cas et c'est une vraie opportunité chez les chiens seniors et surtout chez les chats seniors. Comme leur capacité olfactive elle diminue un petit peu, c'est là qu'a tout son intérêt la ration ménagère. D'accord. Parce que c'est plus appétant. Pour des chiens qui justement commencent à avoir des problèmes dentaires par exemple, ça peut être une option. Je me rappelle d'un chien que je suivais dans ma cohorte de vieux chiens, c'est un labrador. Donc un labrador qui mange pas, ça commence à devenir problématique assez vite. Et le propriétaire m'appelle me disant justement mon chien ne veut plus manger, je pense que c'est la fin. Et je lui dis est-ce que justement vous avez envisagé de passer soit sur une ration ménagère, soit entérine, juste pour voir. Et en effet, c'est juste qu'elle avait extrêmement mal aux dents et qu'elle ne voulait plus manger de croquettes parce que c'était trop douloureux pour elle. On l'a passé entérine. Les choses sont reparties. Alors pour un labrador, je suppose qu'en terrine ça fait beaucoup de boîtes. Est-ce que tu penses que mouiller les croquettes ça pourrait être une option? C'est déjà une option, oui. C'est déjà une très bonne option. Est-ce que niveau appétence, les chiens le prennent ou... Là, je te dirais que c'est vraiment chien dépendant. Le labrador, oui, parce que j'ai pas trop de doutes là-dessus. Un chien qui a jamais eu de croquettes un peu mouillées, ça peut lui faire bizarre, surtout qu'on n'aime pas trop les changements quand on est un senior. Concernant le phosphore, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, parce que c'est quelque chose de très important, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir sur le paquet? Si on achète un aliment senior, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vérifier, la teneur en phosphore? Le phosphore, on va pouvoir l'observer sur les gammes vétérinaires. Alors, soit il est marqué sur le packaging et c'est parfait, soit s'il n'est pas marqué sur le packaging, la plupart des vétérinaires ont accès à ce qu'on appelle les clés produits ou le product book, où le vétérinaire, justement, va avoir une composition détaillée. Donc, on va chercher un phosphore en matière sèche entre 0,7 et 0,8 maximum. Par contre, pour les gammes qui sont en supermarché, c'est assez rare que le phosphore soit mentionné. Alors soit on appelle directement le fabricant et on espère avoir le taux de phosphore, soit on ne l'a pas et malheureusement, moi je vous conseille de passer sur une gamme qui le mentionnera. Sur Internet, assez souvent c'est mentionné, donc c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Donc on va chercher vraiment entre 0,7 et 0,6% de phosphore sur la matière sèche. Donc pour une croquette, matière sèche et matière brute, c'est assimilable. Est-ce qu'on peut juste se fier à l'étiquette sur une croquette, du moins de dire 0,7, 0,8, ce sera tolérable C'est déjà une bonne indication. Parfait. Pour les antioxydants, c'est un peu plus compliqué à voir. C'est très rare qu'ils mettent les quantités. Même sur les product book, c'est difficile de les comparer. Donc là, il faut faire confiance aux fabricants. C'est ça. Mais si déjà j'ai des oméga 3, un profil de protéines, enfin des protéines bien digestibles et surtout un phosphore adapté,
c'est déjà une bonne indication. Et protéines bien digestibles, est-ce que moi, cliente lambda qui achète mes croquettes sur Internet, je peux le repérer ? Malheureusement, non. C'est pour ça que je conseille de passer surtout sur des gammes vétérinaires où on a les données en acides aminés. Déjà, donc pour le profil, et dans certains cas, on a même les données en digestibilité. D'accord. Donc la chose la plus simple à voir pour un propriétaire ou une propriétaire lambda, ça va être vraiment la teneur en phosphore. Ça, on peut l'obtenir assez facilement, du moins sur Internet. Et le reste, tout ce qui est antioxydants, qualité des protéines, on est un peu obligé de faire confiance au pet fooder. Et du coup, il faut s'assurer que le pet fooder ait des connaissances nutritionnelles et qu'il fasse analyser ses aliments. Enfin, on en revient sur ce qu'on disait dans l'épisode 3. On doit choisir le pet fooder en fonction de ses compétences et connaissances nutritionnelles. Exactement. Et pour les oméga 3, ça, il y a peut-être un moyen de s'assurer qu'il y en a dedans. Donc, comment on peut le voir ? Alors, ce qui nous intéresse, notamment chez le chien, c'est donc l'EPA et le DHA, qui se trouvent majoritairement dans l'huile de poisson. Donc, on peut aller regarder dans la partie composition, voir déjà s'il y a marqué huile de poisson. Ça, ce sera l'assurance qu'on aura des oméga 3 animaux qui vont être intéressants dans le vieillissement. Exactement. Après, malheureusement, on n'aura pas forcément le taux précis en EPA et en DHA. Mais si c'est pas mentionné, déjà, ça nous donne une bonne indication sur le fait qu'on n'a pas exactement ce qu'on voudrait. Sans huile de poisson, on n'aura pas les oméga 3 qu'il nous faut. Exactement. Ok, donc je résume. Ta recommandation, c'est dans l'idéal du senior vétérinaire parce que là, on aura tout ce qu'il nous faut, tout ce qui est recommandé par la science sur les seniors. Et si on va voir ailleurs, il faut qu'on se regarde le phosphore, on doit avoir entre 0,7 et 0,8% de phosphore, des huiles de poisson dans les ingrédients, et après pour le reste, on est obligé de faire confiance et donc il faut s'assurer que ce soit un pet fooder qui ait des connaissances en nutrition. C'est ça. Et puis sur un senior, tu peux aussi penser à rajouter dans certains cas des probiotiques, parce que leur digestion est un petit peu plus compliquée. Donc c'est vrai qu'on a tendance à rajouter un petit peu de probiotiques. D'accord. En cure ou en permanence ? Alors moi je le fais en cure et je regarde si ça marche, si ça fonctionne pour le chien, parce que sinon ça sert à rien de lui rajouter un truc dans son alimentation en plus. Là c'est vraiment du cas par cas. Eh ben, je te remercie, c'était très intéressant. On a appris plein de choses et maintenant on saura bien mieux nourrir nos animaux vieillissants. Donc j'invite toutes celles et ceux qui sont intéressés par ce sujet de la gériatrie et notamment de la gériatrie canine à aller lire le chapitre que tu as rédigé dans le livre Comportement et bien-être du chien, une approche pluridisciplinaire, qui est sorti là en juin. Donc, dans lequel on trouve plein de choses, et notamment, toi, tu as rédigé toute la partie nutrition du vieillissement, ou juste le vieillissement en entier ? Le vieillissement en entier, qu'est-ce que c'est que le vieillissement, Plus détailler un petit peu les différentes théories, et puis on parle justement de l'approche que l'on peut avoir en nutrition, approche très générale, mais c'est une introduction à la gériatrie, en fait, un chapitre introductif. Parfait. Et ben donc on a cette première introduction et on espère bientôt avoir le livre complet de la gériatrie canine. Qui sait ? Et ben je te remercie beaucoup Sarah et j'espère te dire à bientôt. À bientôt. Ce que nous avons appris aujourd'hui avec Sarah est que le vieillissement n'est pas uniquement lié à l'âge de notre animal, mais aussi aux différentes affections qu'il peut développer. À partir de 6 ans pour les chiens de plus de 23 kg et de 7 ans pour les plus petits chiens et les chats, il convient de porter une attention plus poussée à notre animal. Un animal senior devra recevoir une alimentation digestible et appétante. Les chiens devront être stimulés par des sorties, des contacts avec leurs congénères et un entretien des apprentissages. Un bon aliment pour seniors doit être riche en protéines de bonne qualité pour maintenir la masse maigre et éviter la sarcopénie. Il doit contenir des oméga 3 pour la fonction cognitive et lutter contre l'inflammation. Être enrichi en antioxydants et restreint en phosphore, avec moins de 0,7 à 0,8% de phosphore sur la matière sèche. Toutes ces caractéristiques sont retrouvées dans les aliments des gammes vétérinaires. En dehors de ces gammes, il convient de vérifier la teneur en phosphore, la présence d'huile de poisson dans la composition et de demander aux fabricants au minimum des analyses de digestibilité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter,
le partager et surtout vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt!